partager, voilà, ce... Excusez-moi, je suis en train de manger un bout de bonbon parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, un peu fatiguée, donc... un peu fatiguée. Comme je dis, un peu fatiguée, bonsoir à vous. Je voudrais ce soir partager un petit moment avec vous de discussion et d'analyse. Voilà. Partager un petit moment. Mathias Béranger, mon fiston, bonsoir. Mathurin Kouamebi, bonsoir. Je voulais partager ce petit moment d'analyse avec vous ce soir. Bien vrai que je sois fatiguée, mais je voudrais le partager avec vous. Et là, Tamila, Habiba, bonsoir à toi, merci. Mohamed Lamine, bonsoir. Oui, ça va, mon petit frère, Mathias, ça va. Maïsé Touré, bonsoir, ma soeur. Siaka Konatse, bonsoir. Ça fait un bail, tout à fait. Oui, tout à fait, ça fait un bail. Donc, je voudrais partager avec vous ce soir ce Mamadou Zassi Dao, bonsoir, merci. Mukendi Kone, bonsoir à toi. Je voudrais partager ce petit moment avec vous ce soir, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, pour analyser un peu le propos du président de la République, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, c'est les propos qu'il a tenus sur RFI. Voilà. Donc je pense que voilà, sur RFI, je voulais partager ces moments avec vous, mes chers frères et sœurs, mes princes et princesses, mes adversaires d'idées et même mes ennemis. Je voudrais partager ces propos avec vous. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas... Voilà, je sens qu'on va m'appeler et ça va me... Voilà. Je suis en live, donc je ne pourrais pas prendre sur ma peine. Ça va me faire des coupures. Alors, je suis en live. Je voudrais vous dire, je le disais, je ne suis pas... Comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, moi je ne suis pas... je ne suis pas la chargée de communication du président de la République. Alors vraiment, loin de là. Je ne suis pas non plus la chargée de communication du gouvernement Ouattara, non plus. Mais je voudrais partager ce petit moment d'analyse avec vous. Et en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que ivoirienne de la diaspora, en tant que compatriote, nous sommes tous soucieux du bien-être de notre pays, donc de nos concitoyens restés au pays. Si la Côte d'Ivoire va très mal, c'est nous qui allons nous porter très mal. Encore plus mal parce que non seulement nous sommes loin de nos parents au pays, en plus de cela, nous sommes là pour les soigner, pour les consoler, pour les enterrer, pour les soins, pour essuyer leurs larmes et leur sang. C'est pour ça que je voudrais vraiment, je le dis, avec beaucoup de distance. Je le dis toujours dans mes analyses. Je dis, prenons de la distance sur les événements, prenons de la distance sur les faits, prenons de la distance sur nos émotions pour pouvoir apporter une analyse objective et critique à l'encontre des actions du gouvernement, une analyse critique, même au chef de l'État, une analyse objective à la bonne gouvernance, une analyse objective concernant la politique sociale du gouvernement, une analyse objective concernant la politique de développement du président de la République. Donc, mes amis, j'espère qu'on s'entend, on se comprend. Donc, à vous tous, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un problème de petit bug. Alors, je voudrais ensemble, avant de... On va réécouter le discours du président sur RFI. Et puis, je voulais décrypter ce discours avec vous. Parce que je ne voulais pas m'en mêler, comme je vous l'ai dit, mes frères. Je ne voulais vraiment pas m'en mêler.
Contrairement à ce que les gens racontent, Gouza Naounou est payé par Alassane Ouattara et reçoit des chèques de la part d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'elle défend la République. Je voudrais vous dire tout simplement, en France où je suis, je défends la République française. En France où je vis, je défends la République. Même si je ne suis pas d'accord avec le président qui a été élu en France, même si je peux porter des critiques au président qui a été élu en France, mais je respecte la République française, là où je vis. Même dans ma commune, si le maire de ma commune n'est même pas de ma sensibilité politique, étant donné qu'il est élu maire, je respecte le maire de la commune parce que j'aime profondément ma commune. Quand un président est en exercice de ses fonctions, il a été élu, il a été le choix du peuple, on se doit de respecter la République. Le devoir démocratique, le devoir de citoyenneté, c'est de respecter le président de la République. En respectant le président de la République, nous respectons la République. Parce que la République, nous nous respectons nous-mêmes. Parce que la République, c'est nous. L'État, c'est nous. Si tu ne respectes pas l'État, tu ne te respectes pas toi-même. Donc, j'entends les gens dire, Gouza Naounou, elle était avec M. Babo hier, aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Mais la différence entre vous et moi, c'est que je suis avec la République. Parce que je suis profondément attachée à la République. Je suis une amoureuse de la République. Voilà la différence entre vous et moi. J'aime la République. J'aime la démocratie. J'aime le débat. J'aime la différence. La différence, j'aime la différence. C'est la différence qui fait qu'on n'est pas d'accord. Et c'est la différence qui fait qu'on construit ensemble. Je respecte la différence. Je respecte votre opinion. Je respecte votre choix. Je respecte votre liberté. Mais j'aime la République. Et c'est ce qui est difficile avec les Africains. Et quand je le dis, souvent on me dit, pourquoi tu dis les Africains et tu dis jamais les Blancs? Non, les Blancs évoluent dans la mentalité. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le chef d'État africain. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le changement de régime africain, ni l'alternance, ni le changement de président. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité des Africains. Ce n'est pas les présidents. Moi, avec beaucoup de recul et beaucoup d'analyse, j'ai compris que le problème de l'Afrique, c'est la mentalité des Africains. Donc, il faut porter nos actions, nos efforts, la sensibilisation à améliorer, à éduquer les masses. Quand on parle de l'éveil de conscience africaine, les gens pensent que l'éveil de conscience, elle se veut politique. Il faut suivre un leader politique. C'est ça l'éveil de conscience. Mais non, vouloir suivre un leader politique est de la démagogie. C'est de la démagogie, ce n'est pas l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est apprendre aux Africains leurs droits et leurs devoirs. L'éveil de conscience, c'est apprendre aux Africains leurs devoirs et leurs droits. Les deux vont ensemble, droits et devoirs. Mohamed Rassoul Dosso, salut mon frère. Les deux vont ensemble. Ils sont de pair, ils sont de pair. Tu ne peux pas dire l'éveil de conscience et demander à une jeunesse de suivre un leader politique jusqu'au sang. Est-ce que l'éveil de conscience, c'est de couler le sang d'une jeunesse? Est-ce que c'est ça l'éveil de conscience? Donc, mes amis, je le dis et je le répète. Moi, je ne suis pas conseiller d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas chargé de communication, ni chargé de communication de son gouvernement. Je ne suis ni ministre, ni député. Les ministres sont à Abidjan, c'est eux qui ont les budgets, c'est à eux de gérer. Mais moi, en tant que citoyenne, je joue mon rôle de citoyenneté. Avec mes maigres moyens, avec mes peu de moyens, je suis sur mes pages. Je fais ce que je peux faire, ce que j'estime être utile. Comment je peux être utile pour mon pays? Pour avoir la conscience tranquille. Parce que figurez-vous, mes amis, je peux vous dire, si moi, Gouza Naounou, j'étais la conseillère d'Alassane Ouattara, si moi, j'étais la conseillère d'Alassane Ouattara, il y a longtemps, il a dissous l'Assemblée nationale. Il y a longtemps, il a dissous l'Assemblée nationale. Il a dégagé tous ces trucs qui sont à l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il y a longtemps, il l'aurait fait. Et je vais en venir. Si moi, j'étais la conseillère d'Alassane Ouattara,
l'opposition allait jouer pleinement son rôle d'opposant. L'opposition qui ne joue pas son rôle d'opposition ne bénéficiera pas de subventions de l'État. Parce que les subventions de l'État, là, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent, on leur donne. Donc, l'opposition a un droit, a un devoir vis-à-vis du contribuable et du citoyen, et de la République et de la nation. Quand tu es un opposant, que tu bénéficies des subventions de l'État, de l'argent du contribuable, tu dois jouer pleinement ton rôle. Dans les statuts de ton parti, c'est écrit. Tu ne joues pas ton rôle, tu ne bénéficies pas des subventions. C'est à l'opposition de porter les revendications de ceux qui sont en colère. Ce n'est pas à nous qui ne touchons pas de subventions, qui n'avons pas de fonds de fonctionnement, de venir jouer le rôle de l'opposant et les opposants sont en train de dormir avec de gros oreillers et bénéficient des subventions de l'État. Chantoulé, bonsoir ma soeur. Et c'est ça. Si j'étais sa conseillère, chacun allait jouer pleinement son rôle dans le pays là. Il allait avoir moins de bêtises dans le pays là, si moi j'étais sa conseillère. Donc quand j'entends Gouzanaounou, des vidéos, des posts, que pourquoi quand tu dis ça, et que dans le discours du président, il y a ça qui sort. Ici, eh bien, Georgette, ma princesse, salut à toi. Je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises. Le président de la République, la Constitution lui permet, parce que nous sommes la 3e République. La 3e République, ça veut dire qu'on recommence à zéro. Il est à son premier mandat de la 3e République. Son premier mandat de la 3e République. Donc il peut se représenter s'il le souhaite. Quand il a fait son discours, c'est parce qu'il a sorti. Il a fait son discours, son interview à RFI, vous a dit la même chose. Mais je le disais depuis l'année dernière. Le président peut se représenter s'il le souhaite, parce qu'il a son premier mandat de la 3e République. Mais ici, quand sur les réseaux sociaux, les gens sont tellement limités, passionnés, dans la passion, dans l'émotion, dans l'euphorie, quand on essaie de leur apporter les informations justes, ils préfèrent la démagogie, la propagande, le dénigrement et le mensonge. Ils préfèrent se nourrir des mensonges. Et c'est quand ils sont face à la réalité qu'ils sont surpris. Mais ne soyez pas surpris. Le président a le droit de se présenter. S'il le souhaite, il se présente. Je vous l'ai dit. Sur cette même page Facebook. Et nous allons continuer. Mes amis. Nous allons continuer. Je l'ai dit. Encore sur cette même page Facebook. Le président de la République a le droit de signer un décret et de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'on dit le pouvoir exécutif. C'est dans l'immédiat. Il signe là, on exécute. Il y a le pouvoir parlementaire. Eux, ils discutent des lois, des projets de loi. J'ai entendu un certain Franklin Nyamsi qui pense que je dis, c'est un idiot intellectuel qui veut croire à malheureusement à une partie des gens qui le suivent, faire croire qu'il est un intellectuel. Mais c'est un intellectuel limité. Parce que quand tu prends le pouvoir exécutif, les séparations de pouvoir, ça veut dire qu'on a le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire, le pouvoir judiciaire. Le président de la République ne peut pas décider des projets de loi à l'Assemblée nationale. Quand il y a un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale où les députés sont en train de débattre de ce projet de loi, discuter du projet de loi, le président de la République, qui a le pouvoir exécutif, ne peut pas s'interférer dans la décision des députés sur des projets de loi ou sur des amendements à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on dit la séparation de pouvoir. Mais le fonctionnement des institutions, le chef de l'État, le président de la République, est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Quand il y a une institution qui ne fonctionne pas bien, le président a ce droit, ce devoir intermédiaire de venir dire je mets fin à ça en fonction des articles ou bien des décrets. Et le président a ce pouvoir-là. Il peut demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a ce pouvoir. Donc quand il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que, voilà, ils vont venir expliquer, ils pensent que les gens, tout le monde est abruti sur les réseaux sociaux, ils vont faire du sensationnel, du mensonge, de l'émotionnel, raconter et tout et n'importe quoi. Je ne voulais pas, moi je ne voulais pas parler même du discours, des propos du chef de l'État sur son discours de RFI, je ne voulais même pas
en parler. Mais je dis, je me permets. Je ne voulais pas en parler parce que pendant 2 jours, ça fait 48 heures, j'observe sur les réseaux sociaux, ça va comme des diarrhées, chacun chie un peu partout, tout le monde est désemparé. Je regarde, je dis, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas expliquer aux gens qui sont perdus sur les réseaux sociaux? Il faut se saisir, il faut parler en fonction des connaissances. Voilà, il faut juste apprendre et donner les informations justes. On fait de l'amalgame, on sort un discours d'un contexte, on vient le découper, et puis tu entends sur les réseaux sociaux, ils sont assis en France ici, le président ment, le président ment, le président ceci. En France ici, même où tu vis, et puis tu t'assois dans le canapé des blancs, et puis tu dis le président de ton pays ment la même langue. Celui qui est à l'Élysée ici, tu peux lui dire ça? Celui qui est à l'Élysée ici, tu peux lui dire ça? Tu peux lui dire ça? C'est pour ça que quand j'écris, les Africains ont un problème. Ils sont tellement complexés, ils ont un problème. Parce que c'est manque de connaissances. L'éducation, il faut miser dessus. Il faut miser sur l'éducation. Il faut beaucoup miser sur l'éducation. Donc, mes amis, on va décrypter cette actualité, les propos du président de la République. Donc, je vais vous faire écouter un peu pour qu'on puisse ensemble décrypter les propos du président de la République sur RFI. Le président, il a été interviewé par un journaliste de RFI. Et moi, ce qui a attiré plus mon attention, c'est l'incompréhension ou la difficulté de compréhension de certains internautes qui confondent ou qui comprennent mal la conjugaison des temps. Et c'est ça, j'ai trouvé ça pitoyable, lamentable, triste, déplorable. Je me dis, comment on peut arriver à... Moi, j'appelle ça un drame intellectuel, un déficit intellectuel. Comment des personnes peuvent être sur les réseaux sociaux et confondre, ne même pas comprendre. C'est pour ça que j'ai appelé ça de la dyslexie. Je dis la dyslexie. La dyslexie, c'est les troubles du comportement. Les troubles du comportement qui, souvent, causent des difficultés à des personnes à la compréhension des mots, des textes, des sujets. Et moi, beaucoup sur ma page Facebook, il y a beaucoup de dyslexiques qui sont sur ma page Facebook. Souvent, je vois des gens qui arrivent, ils ne comprennent pas. Pourquoi tu as dit ça? Tu ne devais pas dire ça. Et je comprends que ce sont des troubles du langage, des troubles de compréhension. Ce sont des difficultés à comprendre le texte. Et souvent, j'écris, mais je ne peux pas traduire. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de traduire dans votre langue maternelle. Sinon, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas vous traduire ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas traduire dans votre langue maternelle. Entre, je ne le connaissais pas et je ne le connais pas. Il y a un grand boulevard, c'est 2 temps. Je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pratiquement pas, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu, ni auparavant, ni aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Ça veut dire, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Je l'ai eu 1 ou 2 fois au téléphone. Je me suis même fâché avec lui. C'est un temps, ça veut dire quoi? Je ne le connaissais pas auparavant. Avant de le rencontrer, je ne le connaissais pas. Mais comment des personnes qui, dans leur rang, ont beaucoup d'enseignants et de professeurs, des personnes syndicalisées, étudiants, n'arrivent même pas à comprendre le sens de je ne le connais, c'est pratiquement pas. Je me suis posé toutes sortes de questions. Toute la nuit, j'ai eu de la peine pour mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai eu de la peine pour cette génération de jeunes de 90 à 2010. J'ai dit, mon Dieu, il y a une génération, quand on dit sacrifier, mais ce n'est même pas, c'est pas fort, le mot sacrifier. Il y a une génération bousillée. Ça veut dire que ces étudiants de 90 jusqu'à 2000 là, n'ont rien foutu à l'école. Pourtant, ils étaient tout le temps avec des professeurs. Ils n'ont rien compris à l'école. Aucun diplôme valable. De 2000 à 2010, je ne sais même pas s'il y a eu des étudiants, il y a eu des étudiants qui sont sortis des écoles avec un diplôme valable de 2000 à 2010. Mais la Côte d'Ivoire a un chantier. Il y a un chantier.
Que faire de ces jeunes? Que faire de ces jeunes qui comprennent même pas le sens qui comprennent même pas le sens du mot? Je ne le connaissais pas. Pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Entre je ne le connaissais pas et je ne le connais pas. Il n'arrive pas à voir qu'il y a une différence de temps, de moment. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là? Donc, la Côte d'Ivoire a un gros chantier. Cette jeunesse-là, il faut la prendre en charge. Il faut la rééduquer. Il faut l'insérer. Il faut de l'apprentissage. Parce que cette jeunesse, elle va devenir quoi? Cette jeunesse, si on ne s'en occupe pas, elle devient quoi? Elle devient les rebelles de demain, les miliciens de demain. Cette jeunesse devient le problème de demain. Cette jeunesse demain, désœuvrée, deviendra quoi? C'est la jeunesse qui va prendre les armes demain pour venir attaquer demain. Il y a un gros chantier. Mes amis, il y a un gros chantier. Donc, il y a un gros chantier. C'est pour ça que je disais, au départ, je me disais, c'est un problème de discernement. C'est un problème de discernement, c'est un problème de raison. Mais il y a un grave problème. La dyslexie. La dyslexie. La dyslexie est une maladie grave. C'est une maladie qui bousille l'intellectuel. Il n'arrive pas à comprendre les choses correctement. Il les comprend lentement. Il faut lui expliquer les choses. Un déficit, mais au niveau du langage, de la raison, de la réflexion. C'est pour ça qu'on a bavé. Et qu'on est arrivé à ce qu'on a vu en 2010. Parce qu'il y avait un vrai problème de compréhension. Mes amis, nous allons écouter un peu la vidéo du président et on va essayer de décrypter au fur et à mesure. Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP, puisque le RHDP, les Oufouettis, nous sommes un parti libéral social. Lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même, cette oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux. Il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela
là, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Et puis après, on verra. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Est-ce que de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un quadragénaire, est-ce que de facto il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui. C'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. J'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Konan Bédier n'est pas pertinente, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Konan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Konan Bédier, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Konan Bédier? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier? C'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc votre dit à l'Union européenne. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Justement, comment... J'espère que la justice aura la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale. Je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale. Et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur. Et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations. Mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo. Je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes. Et si demain, Laurent Gbagbo est acquitté également en appel, et s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Si, que de châteaux en Espagne. Attendons de voir. Il a été condamné il y a 1 an dans une affaire de braquage de la BCEAO, c'était par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il risque d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire, en pratique? La Côte d'Ivoire est un état de droit. On avisera en ce moment-là. Et est-ce que des discussions peuvent être envisagées entre les autorités ivoiriennes et le FPI pour que le retour de Laurent Gbagbo se passe sans encombre? Pour le moment, il n'y a aucune discussion.
C'est trop tôt. Non, j'ai pas été contacté par qui que ce soit, mais je suis disponible pour discuter de toutes choses concernant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Sans exclusive, et je suis pour la paix, je suis pour que la Côte d'Ivoire continue dans la tranquillité, que les progrès importants que nous avons vus ces 7 dernières années puissent se consolider dans tous les domaines économiques, sociaux, au plan de la gouvernance démocratique, etc. Quand les amis de Laurent Gbagbo disent que si demain il rentre en Côte d'Ivoire, ce sera dans un esprit de réconciliation, est-ce que vous y croyez? Mais je le souhaite, ce serait une très bonne chose. Même si, par exemple, demain il se présente à la présidentielle de 2020. Mais posez-lui la question. 2020, vous y pensez, Monsieur le Président? Bien sûr que j'y pense, il s'agit de l'avenir de mon pays. On a fait de bonnes élections en 2015, après les problèmes que nous avons vécus en 2010. Je souhaite que 2020 se passe comme en 2015. Alors, donc 2015, vous étiez candidat. Bien sûr. Vous avez gagné dès le premier tour. 83%. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Mais on verra en 2020. Je répondrai à cette question. Certains disent que dans la constitution ivoirienne, il n'est pas très clair de savoir si vous pouvez vous représenter. Non, c'est ou très pas. clair, je peux me représenter si je le souhaite. C'est une nouvelle constitution qui a touché non seulement à l'exécutif, avec un poste de vice-président, qui a touché au législatif avec la création d'un Sénat, qui a touché au judiciaire avec la création de nombreuses cours plutôt que des chambres. C'est une toute nouvelle constitution. Et tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment que si je veux être candidat en 2020, je peux l'être. Et ce serait conforme à la constitution. Est-ce qu'avec les opposants qui se multiplient, Bédier, peut-être Gbagbo, peut-être Soro, est-ce qu'il ne va pas falloir que ce soit vous le candidat du RHDP? Non, mais vous savez, en réalité, je donnerai ma réponse en 2020. Il y a beaucoup d'hypothèses que vous imaginez, mais il y a une recomposition politique qui se déroule en Côte d'Ivoire. En tant que démocrate, j'estime que c'est une excellente chose. Et je souhaite d'ailleurs qu'il y ait une clarification, que ceux d'entre nous qui sommes des libéraux sociaux soyons d'un côté et les autres qui sont donc d'une autre tendance soient de l'autre côté, et que les Ivoiriens aient un choix très clair de faire les choses en fonction des attentes de nos concitoyens. Une chose est certaine, la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire est en sécurité et nous avons reformé l'armée après les problèmes que nous avons vécus en 2017. C'est un pays qui est ténu, c'est une économie qui va et les taux de croissance continueront d'être entre 7 et 8% sur les 2, 3, 5 prochaines années, sans hésitation, je peux vous le dire, quelle que soit l'évolution des taux de change. Parce que nous avons une bonne politique macroéconomique, nous assurons que ce soit la base de l'attraction des investissements et de l'épargne nationale. Moi, je suis confiant quant à l'avenir de mon pays. Et justement, pour défendre ce bilan, beaucoup disent aujourd'hui en Côte d'Ivoire que comme il n'y a pas au RHDP de dauphin qui s'affirme vraiment en dessous de vous, eh bien, le meilleur pour défendre le bilan, en 2020, ce sera vous. Non, cela... Voilà, mes amis, je pense que je vous mettrai la vidéo, au fur et à mesure, je vous mettrai la vidéo directement. Voilà. Je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo. Voilà. Je vous mettrai la vidéo. Il dit si, les chetons n'ont pas eu. Voilà. Je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo en ligne. Château en Espagne. Si. Les châteaux en Espagne. Voilà, je vous mettrai la vidéo en ligne que j'ai enregistrée sur l'ordinateur, que je vous mettrai en ligne. Donc mes amis, je voudrais revenir sur le propos du président de la République. Voilà. Voilà. Donc, je pense que moi aussi j'ai... J'ai voulu au fur et à mesure. Et je reviendrai sur... voilà. Donc ici, je vous lis ici au fur et à mesure avec beaucoup de retard aussi.
Très bien. Voilà. Donc, je disais, je reviendrai sur la vidéo que je vous enverrai, mais je voulais qu'on puisse ensemble nous entretenir sur la vidéo. Je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur cette vidéo. Parce que là, j'ai des... Voilà, j'ai un retour de retard. Voilà. Ma batterie est faible. À l'instant, je suis en train de charger. Ma batterie, elle est faible. Donc, je vais rapidement charger mon téléphone. Je me signale que la batterie, elle est faible. Donc, voilà. Un instant, excusez-moi. Je vais charger le téléphone parce que la batterie, elle est faible. Voilà. Que mes amis, je pense qu'il est important de revenir sur de revenir sur les propos du président de la République. Donc, j'essaie de récupérer le flux ici, qui est très, très, très lent. Voilà. Là, très bien. Donc, très bien. Très bien. Donc, vous voyez, j'ai un gros décalage sur... Alors, pourquoi? Très bien. Donc, je reviens au direct. Très bien. Voilà. Donc, je disais, mes amis... On va revenir sur le discours du président et on va revenir sur... on va revenir sur ce qui a déchaîné un peu cette, je dirais pas incompréhension, on peut dire si c'est de la mauvaise foi, si c'est, on peut dire si c'est de la mauvaise foi, on peut dire si c'est une incompréhension, mais moi je pense que c'est un peu de la dyslexie. Comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment des troubles du comportement, troubles du langage, troubles de la compréhension, des difficultés à comprendre les choses vraiment, ou à comprendre lentement les choses. Donc, on est face à tous ces troubles-là. Quand le président de la République, il dit ceci. Alors, moi, j'ai pris j'ai noté ce qui est un peu... il dit, la justice fera la lumière sur tous ces crimes. Je pense que nous sommes tous des citoyens. En tant que citoyens, nous devons réclamer la justice pour toutes les victimes. Quand on est citoyen, on se met du côté des fragiles, donc des victimes. Parce que quand on est politique même, on se met du côté de ceux qui sont fragiles. Quand on est politique, quand on est responsable politique, on se met du côté des citoyens, des familles, des victimes, des victimes. Il n'y a qu'en Afrique, mes amis. Parce que je dis, je vais venir par étapes pour qu'on puisse vraiment ensemble et parler de ce sujet-là. Il n'y a qu'en Afrique, dans les États africains, où des responsables politiques ou des élus, parfois, se mettent du côté des élus, protègent des élus au détriment des citoyens. Je prends le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on est député de la République, quand on est maire d'une commune, ça veut dire qu'on est élu du peuple. On est élu du peuple. Quand on est élu par le peuple, on défend le peuple. Quand on est député, on défend le peuple. Parce que c'est le peuple que tu représentes à l'Assemblée nationale. Tu ne te représentes pas. Tu ne représentes pas ton leader politique, mais tu représentes les citoyens à l'Assemblée nationale. Tu es à l'Assemblée nationale pour porter le message du peuple dans l'hémicycle. Le message des citoyens dans l'hémicycle. Les revendications du citoyen dans l'hémicycle. Les besoins des citoyens dans l'hémicycle.
pour que sur le plan politique, il y ait des décisions politiques. C'est pourquoi, quand on est député, on appartient à une famille politique. Proposer, débattre dans l'hémicycle de la maison du peuple, l'Assemblée nationale est la maison du peuple. Et dans cette maison-là, tu dois t'asseoir pour parler des revendications de ceux qui sont dans les campagnes profondes, dans les départements, ceux que tu as laissés, qui ne peuvent pas venir en ville, ceux qui ne peuvent pas rencontrer le président, ceux qui ne peuvent pas rencontrer le ministre, ceux qui ne peuvent pas rencontrer les décideurs économiques, ceux qui ne peuvent pas rencontrer les gouvernants, ceux qu'on ne considère pas, la majorité silencieuse là. Quand tu es député de la République, que tu as l'insigne des députés, que tu mets l'écharpe des députés là, tu dois parler du peuple, tu dois défendre le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, là, les députés défendent leur intérêt personnel. Les députés défendent leur marché. Les députés défendent leur business politique, leur deal politique. Ils ne défendent jamais le peuple. Ils ne défendent jamais le peuple. Quand ils veulent venir en l'équerre ou avec les balais comme Harry Potter, c'est qu'il y a élection. Là, ils vont venir tromper le peuple. Les députés ne défendent jamais le peuple. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, on va prendre tous les députés là. Quels sont les projets de loi que vous avez votés un jour pour les victimes de Côte d'Ivoire? Moi, je veux qu'on pose ces questions aux députés ivoiriens. Quelle proposition de loi vous avez fait à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire que vous avez voté ensemble à l'unanimité concernant les victimes de Côte d'Ivoire? Combien de propositions de loi vous avez voté à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est pour voter des lois. La réconciliation, là, quand on est député, là, c'est pas de venir courir dans les campagnes pour aller donner des t-shirts aux gens pour dire oui, quand nous on va venir au pouvoir avec notre groupe parlementaire ou avec notre leader, c'est là qu'on va venir vous aider, vous les victimes, où on va reconstruire votre village, où on va reconstruire des hôpitaux, où on va faire des écoles. Non, c'est à l'Assemblée nationale que tu dois décider. C'est là-bas que tu dois voter pour les victimes de Côte d'Ivoire. Combien de lois vous avez fait, vous avez voté à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Vous tous les, sans exception même les députés de Côte d'Ivoire, vous avez voté quoi pour les victimes? Le fonctionnement des institutions. Le fonctionnement des institutions, la connaissance des institutions. La connaissance de ta fonction, de ton rôle en tant qu'élu du peuple. Ils sont assis. Quand on dit qu'il y a un marché ici, ils vont courir pour aller prendre le marché. Construction. Les sous-traitances. Voilà tout ce qu'ils savent faire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est chez nous les Noirs en Afrique. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne respectent rien, ni l'autorité de l'État. Ils sont dans les groupes parlementaires. Au lieu de parler des citoyens, parler de la santé, parler du social, parler des handicapés, parler des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école pour faire des lois, pour dire nous avons une proposition de loi pour qu'en Côte d'Ivoire, tous les enfants, sans distinction, puissent aller à l'école, puissent avoir des fournitures scolaires. Voilà des lois. Ce sont des élus qui discutent de ça à l'Assemblée nationale. On va dire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les élus ont demandé, ils ont fait une proposition de loi, ils ont voté à l'unanimité. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, à partir de 6 ans, sans exception, vont tous à l'école. L'école de Côte d'Ivoire, tu vas dans chaque école de Côte d'Ivoire, les livres sont à disposition. Les parents ne payent pas des livres. Les députés ont fait une proposition de loi pour qu'en Côte d'Ivoire, chaque rentrée scolaire, chaque famille de Côte d'Ivoire puisse avoir ne serait-ce que 50 000 francs pour payer bic à un cahier pour les enfants. Combien de lois vous avez voté à l'Assemblée nationale? Vous, ces députés qui couraient devant les prisons, devant les palais pour pleurer vos leaders ou bien pleurer vos copains là. Combien de lois vous avez voté? Vous représentez qui à l'Assemblée nationale? Mes amis, on va leur poser la question. Voilà les sujets dont on doit s'approprier. Les gens sont sur les réseaux sociaux. C'est toujours les mêmes bêtises. C'est pour ça que j'ai dit la différence entre vous et moi. Moi, j'aime profondément la République. J'aime la République. Je défends la République. J'œuvre pour la République. Je suis une ouvrière de la République. Ça a été la République des Gbagbo hier. Oui. La République de la Ouattara aujourd'hui. Oui.
en 2020, la République de celui qui va arriver au pouvoir. Oui, en 2025, oui là pour la République. En 2030, oui pour la République. Vous mourrez même pour les personnalités politiques, pour les personnages politiques. Ils vous apportent quoi? On a fait les mêmes conneries là. Pendant 10 ans. De 2000. En 2010, on ne fait que compter les morts. Compter les morts. Compter les morts. Sans même savoir une tombe digne de nom. Sans avoir même quelque chose pour aller commémorer, pour aller dessus. Pour dire commémoration. Tous ces personnalités politiques, ils vous ont apporté quoi? Ils nous ont apporté quoi? Dans notre évolution, dans notre développement, ils nous ont apporté quoi? Donc, pendant nous, depuis, regardez, ce sont les mêmes gens. Ils n'ont pas changé dedans. Depuis Houphouët-Boigny, jusqu'en 2019, c'est les mêmes personnes. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Si ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants. Nous, on est les bêtes, on est là seulement. Ils nous apportent quoi? Et puis on doit continuer à mourir pour des gens qui ne nous rapportent rien. Pour moi, l'enjeu de 2019, c'est la sensibilisation de la jeunesse ivoirienne. Vous n'allez plus mourir pour des gens qui ne vous apportent rien. C'est quel est votre projet? Il finance combien de projets de jeunes? Donc pourquoi on peut vous inciter à aller mourir dans les rues? Vous mourrez pour quoi? Pour qui? Des gens qui ont des passeports diplomatiques, qui ont des visas spécifiques. Quand on dit, ben, ils sortent du pays à les enfants et puis les femmes, même leurs bonnes sortent du pays. Mais et vous allez où? Nous, on a nos parents là-bas. On a nos frères là-bas. On a nos soeurs là-bas. C'est nous, on est assis ici. Quand ça sonne bon là-bas, on est dans la souffrance parce qu'on ne sait pas comment faire pour le sortir du pays. Aussi parce qu'on est pauvre. On ne sait pas comment faire pour eux. À distance, on pleure, on les appelle. On souffre. Pendant que nous, on pleure, on souffle. Et ils sont sortis, les enfants, ils ont leur maison en Europe, ils sont assis déjà tranquillement. Et puis ils regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se sont calmés? Et puis ils sont tous à l'abri. Mais nous, nos parents souffrent. C'est pourquoi je dis, on ne peut plus tromper les gens. On les a trompés hier, on ne peut plus les tromper. S'il y avait eu des gens sur les réseaux sociaux à l'époque, pour faire de la sensibilisation, pour alerter l'opinion, pour expliquer la vérité, je suis sûr qu'on n'allait pas vivre c'est le drame qu'on a vu en 2010. S'il y avait des gens sensiblement détachés, si on avait compris plus tôt, si on avait compris plus tôt, qu'on avait fait de la sensibilisation, on avait expliqué la vérité plutôt que de faire la propagande, de vendre la propagande, le mensonge, le dénigrement. Je suis sûr qu'on n'allait pas arriver à la situation de 2010. On allait éviter beaucoup de choses. Mais si on a vécu ça hier, qu'on est en 2019, on doit militer, on doit œuvrer pour ne pas arriver à la situation de 2010. On gagne quoi dans tout ça? Pour mourir comme ça? Pourquoi? Pour les mêmes? Pour les mêmes gens. Il n'y a rien de nouveau. Depuis 90, c'est le même groupe, le même Boeing. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le même Boeing. Ça deal, ça se partage, ça se repartage, ça se construit, ça se reconstruit, ça revient, ça se regroupe, ça se dégroupe. C'est les mêmes. Si ce n'est pas leur papa, c'est leurs enfants ou leurs petits-enfants. Toi qui tapes ta poitrine, boum, 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 là, c'est pourquoi ils ne te connaissent même pas. C'est ce qui est important. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui crient. Oh, le président de la République a menti. Le président de la République a dit ce qui est. C'est toi qui es dyslexique, qui n'a pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Tu as confondu entre je ne le connaissais pas et je ne le connais pas. Donc, entre vous deux là, qui a un problème? Entre je ne le connaissais pas, pratiquement pas, et je ne le connais pas. Avec tous les professeurs qu'il y a dans vos rangs, avec tous les enseignants qu'il y a dans vos rangs, éducation, école aussi, vous avez échoué à ce point. Petite conjugaison là, vous ne connaissez pas aussi.
Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Petite conjugaison, je ne le connaissais pratiquement pas. Et je ne le connais pas. Vous avez soulevé. Il dit, il ne connaît pas. Oh, voilà au campo. Voilà au campo. Mais vous êtes dyslexique. Vous êtes dyslexique. Vous ne comprenez pas où vous mâchez les mots. Vous coupez. On dit le verbe, je ne le connaissais pas. Hein? Vous avez enlevé c'est. Je ne connais pas. Vous avez pris je ne connais pas. Vous l'avez entendu, je ne connais pas. Vous prenez, je ne connais pas. Vous faites le tour des réseaux, je ne connais pas. Vidéo, wow, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Toi, tu as compris quoi dans je ne le connaissais pratiquement pas. On doit faire pédagogie aussi pour t'expliquer ça. Ton voisin là, tu peux le voir, tu peux dire bonjour, puis tu ne le connais même pas. Donc tu penses que c'est le fait de dire bonjour à quelqu'un, tu le connais. Tu ne le connais pas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle connaître quelqu'un? Connaître quelqu'un, est-ce que vous savez ce qu'on appelle connaître quelqu'un? Tu peux dire bonjour à quelqu'un, puis tu ne le connais pas. Ça ne veut pas dire que tu le connais. Quand tu vas au supermarché, là, la caissière, là, c'est la même caissière que tu vois tous les jours à la caisse. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ah, vous allez bien? Et les enfants, oui, ça va et vous? Oh, très bien, ça va. Oh. Et puis tu sortes d'abord. Tu la connais? Est-ce que tu la connais? Parce que tu as posé et tu la connais. Comme vous voulez qu'on aura fait terre à terre là pour vous expliquer. Est-ce que tu connais la caissière que tu vois tous les jours? Pourtant, ça fait 10 ans que tu habites dans la commune. Ça fait 10 ans que tu vois la même caissière, mais tu ne la connais pas. Je ne le connaissais pratiquement pas. Ça veut dire qu'il ne le connaissait pas avant. Avant là, il ne le connaissait pas. Je l'ai eu au téléphone. On s'est pris la tête. Je me suis fâché avec lui. Je ne le connais pas. Je l'ai eu au téléphone. Oui. Monsieur, le premier procureur de la CPI, l'État là, il y a un chef de l'État. Quel que soit ce que tu es, avant de rentrer dans le pays de quelqu'un là, tu passes par lui d'abord. Quand tu arrives dans son pays là, tu vas le voir pour donner une nouvelle, pour te dire pourquoi tu es venu chez lui. C'est ça un chef de l'État et ceux qui rentrent dans son pays. Au campo, il a des enquêtes à mener. Un procureur de la République qui doit mener des enquêtes dans ton pays. Même tu ne le connaissais pas avant. Mais tu vas l'avoir au téléphone parce qu'il va t'appeler. Pour dire oui, j'ai été mandaté pour mener des enquêtes dans vos pays. C'est normal. Il est le président de la République. N'importe qui, ou pensez que vous, comme si vous avez eu bordel là. Donc c'est comme ça quoi. La vie va être bordélique, le pays va être bordélique. Celui qui vient, il danse, il chie, il s'en va quoi. On va à la rue Princesse, on revient en France, on retourne dans la rue Princesse, on danse avec les petits garçons, on revient en France. Mais ça ne fonctionne pas comme ça un pays. Ça ne fonctionne pas comme ça un pays. C'est un État. Il y a un chef de l'État. Un procureur d'une cour pénale internationale qui vient dans ton pays, mais il va rentrer dans ton pays, mais il va rencontrer les autorités du pays d'abord. Avant de faire quoi? Avant de prendre son stylo même pour écrire quelque chose là, il doit rencontrer le chef de l'État, les autorités. Si le président, le chef de l'État son agenda est très chargé, il va demander à son chef du gouvernement, au premier ministre, pour dire, recevez telle personne qui arrive dans le pays. Si le chef du gouvernement a son agenda qui est chargé, il y a la diplomatie qui se joue, qui s'opère. Vous, c'est quel problème? Vous n'avez pas compris quoi? Donc, quelqu'un, quand tu t'en vas dans le village, là, même dans le petit campement dans le village où tu t'en vas là, avant de faire quoi que ce soit, tu rencontres d'abord le chef du village. Tu rencontres d'abord le chef du village. Tu vas dire au chef du village, pourquoi tu es venu dans son village? Il va te demander une nouvelle. Tu vas donner une nouvelle. Ah, d'accord. Il va te donner son OK avant que tu fasses quoi que tu sois dans le village. Si le chef dit non, là, tu quittes le village. Donc, je vois les gens. Donc, je vois des gens
qui crie. Oui, Alassane Ouattara, voilà la photo. Oh, il a menti. Il a rencontré au campo. Il a rencontré au campo. Mais il devait rencontrer. Au campo, quand il va encore, il devait rencontrer qui? Il devait aller directement à Gagnon ou à Gagnon. Je ne comprends pas. Il va aller où? Ama, il y a quelqu'un là-bas. Il va aller où? Il rencontre le président de la République. En fait, je ne comprends pas. Il y a un problème. C'est des troubles du comportement. Il y a un problème. C'est des difficultés à comprendre. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un souci. Mais ça, il faut faire. Il faut aider les gens. Ils ont un problème. Il faut les aider. Parce qu'ils sont devenus tellement fragiles que psychologiquement, ils sont fragiles. Donc, ils ne comprennent rien. Il faut les aider. Il ne faut pas se fâcher avec eux. Il faut les aider. Ce sont nos frères. Si on doit suivre les comportements, comportement, ça, on ne peut pas suivre ça. Psychologiquement, ils sont atteints. Ils sont atteints psychologiquement. Donc pour eux, là, ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. On dirait qu'ils sont dans le cauchemar. Ils ne se réveillent pas. Ils sont dans le cauchemar, ils ne se réveillent pas. Ça les fatigue. Ça les fatigue. On dirait qu'ils ne savent pas. Ils sont assis seulement, ils se nourrissent de haine. Quand on va venir là, on va les tuer. Quand on va venir là, on va les chasser. Quand on va venir là, on va les laisser. Quand on va venir là, et puis quand ils vont à l'église, ils prient. Seigneur, il faut nous aider. Quand on va venir là, on va les tuer. Quand on va venir. En fait, les gens, toute la journée, ils se nourrissent que de ça. Ça a pété. Ça a pété dedans. Ils ont un problème. C'est un souci. C'est malheureux, c'est déplorable. Mais il faut les aider. Oui, il y a des gens qui m'ont écrit. Vous avez pardon, il ne faut pas parler d'en faire des propos du président. Là, pardon, il faut laisser. Ah bon? Donc on est sur Facebook, là, on a qu'à rester, vous allez mentir comme ça. Et vous m'écrivez, vous me donnez pardon pour ça. Pardon de quoi? Vous allez, en fait, on est assis, on est qu'à se taire, vous allez mentir aux gens. Cousin, non, il ne faut pas, tu vas parler. Il faut laisser comme ça. Vous communiquez sur quoi? Au fait, moi je vais vous dire, c'est vous qui avez donné cette force. C'est-à-dire que vous avez triplé la force du gouvernement et la force de l'exécutif. Vous avez triplé la force de la majorité en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est tout. C'est tout. Sinon, même le pouvoir en place, là, il y a des failles. Il y a des failles. Mais l'opposition est tellement nulle sur tous les bords que vous ne pouvez rien faire aux gens. Même en matière de communication, vous ne pouvez rien faire. Alors que le pouvoir en place, il y a des failles. Mais vous êtes nuls en communication. Vous êtes nuls en stratégie. Vous vous déchirez entre vous. Vous n'êtes pas solide. Vous pouvez faire quoi à qui? Est-ce que vous avez fini même de vous frapper déjà pour commencer? Et puis vous allez frapper quelqu'un. Ah! Voilà. Et c'est ce qui est triste. C'est ce qui est triste. Dans un pays-là, il faut une opposition solide, intelligente, forte. C'est l'opposition qui permet de rééquilibrer les choses. C'est l'opposition qui permet au pouvoir de redescendre sur terre et de dire, ah, on a une opposition qui nous réveille. Parce que vous devez réveiller le pouvoir pour dire, oh, vous dormez, réveillez-vous. Mais vous ne faites rien. Eux, ils sont peinards. Ça ne les dérange pas. Ils sont dans leur coin, ils ont le pouvoir, tout le plein pouvoir. Ils ont leur business. Ils ont leur marché. Et voilà. Et puis vous êtes sur Facebook. Quand on va venir, quand on va venir, quand on va venir, quand on va venir. Mais vous allez venir où? Vous allez venir où? Est-ce que vous pouvez venir quelque part? Vous allez venir où? Vous ne pouvez pas venir quelque part? Ça là, comportement ça là, mais vous allez venir où? Qui va vous laisser même venir quelque part même? Vous allez venir où? C'est qu'on a vu pendant 10 ans. Même pas une demi-route goudronnée. Même pas une école de 24 élèves construite.
Même peinture, même à l'université, les murs, rien. Université est devenue maquis. Les chambres, les chambres universitaires sont devenues des clubs de bordel. Maquis, des clubs d'échangistes, de bordel. C'est devenu un coin de prostitution, de Pigalle. C'est que l'université, sous vous là, pendant 10 ans, de 2000 à 2010, il n'y a même pas eu d'école. Les gens ne vont pas à l'école. Je ne sais pas, vous étiez dans quelle bulle, dans quel monde. Les gens n'allaient pas à l'école. Mais on était assis là. Vous nous avez menti. 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 Hein? Pendant 10 ans là, vous nous avez plombé des mensonges. On a nagé dans tchoko. Aujourd'hui, on voit clair. Vous allez venir où? Vous allez venir où? Vous allez venir où? Là où on voit clair, vous allez venir où? Quand on va venir là, vous allez venir où? Vous allez venir où? Vous allez nous trouver. On va venir quelque part. Parce que les mêmes zambalamala là, vous ne venez plus quelque part. Vous allez venir où? Station essence là devenue. En fait, on ne sait même pas. Quand on regarde, on dit bon. Il n'y a pas eu école. Les enfants ne sont pas allés à l'école. En fait, toute l'année, tous les week-ends, toute la semaine, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où personne ne va à l'école. Les gens dansent seulement dans maquis. Les gens boivent à l'école seulement dans maquis. La seule chose que vous avez fait en Côte d'Ivoire, c'est les DJ avec les brouteurs. Voilà ce que vous avez développé en Côte d'Ivoire. DJ avec brouteur. Broutage, là, vous avez développé ça. Tous les femmes camerounais qui sont en France, là, que Biya ne veut même pas voir dans son pays, là, vous avez ramassé tous les femmes camerounais déposés en Côte d'Ivoire. Plus vous-même, vos brouteurs. Oh, la Côte d'Ivoire était bazar. Quand vous voyez les Camerounais, ah, Gbagbo il revient quand nous on aime Gbagbo, nous on aime Gbagbo. C'est faux, parce que ce sont des femmes. Les bêtises que Biya ne veut pas là, c'est en Côte d'Ivoire, il faisait ça sous Gbagbo. Gbagbo, sous Gbagbo, on peut faire tout le bordel. On n'est pas inquiété. C'est pour ça que les Camerounais aiment Gbagbo. Ils aiment Gbagbo. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire ça au Cameroun. Jamais. Biya, et ils connaissent le vieux. C'est talonnette, c'est qui va vous montrer. Mais c'était chez nous qui faisait tout ce bazar-là. On avait Freeman. On avait les brouteurs. On avait les DJ. On avait le complet. Bazar en plein air. On avait le complet. Donc, tout le monde dansait, ça boit, ça picole, l'alcool, la drogue. Tout faute de vices. C'est encore Côte d'Ivoire, même si Gbagbo va faire des PDO développés. Avant là, sous vous là, je n'ai rien contre les PDO. Aïe, aïe, qui? Je n'ai rien contre eux, je ne suis pas. Je n'ai rien contre eux, mais sous Gbagbo. Sous vous là, les gens se cachaient là, les bêtises, mais sous Gbagbo. Son propre cousin, mais lui-même, il donnait voiture à tous les DJ. Tonton Bosco. Vous allez revenir où? Vous allez revenir où? Si c'est à cause de ça là, vous pouvez même aller, vous pouvez monter, aller voir Dieu pour dire Ouattara est menteur. Vous allez descendre sous la terre pour trouver les eaux qui sont là-bas pour dire Ouattara est menteur. Mais vous seulement là, votre club ça là, on ne veut plus ça, on ne veut plus. On ne veut plus. On veut plus, on veut plus ça, on veut plus. Là. C'est-à-dire, regardez un peu. Depuis 2010, rien. On va passer l'épisode, continuons. Le président de la République a dit une chose. Regardez, nous on a déjà assez souffert. Nous on a souffert. Regardez, on va tourner, on va discuter. Allez-y au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord est développé. Les autoroutes, les lumières, les maisons. On va au sud là. Ils ont eu infrastructure, pont, tout. Au centre là, ils ont tout eu. Nous les gros perdants là, c'est nous à l'ouest. Les gros perdants là, c'est nous à l'ouest. Sur Gbagbo là, on n'a même pas eu une petite route là-bas. On n'a même pas eu une petite lapandeur. Gbagbo n'a même pas mis même les rien. À l'ouest, on n'a rien eu. On va s'asseoir encore, on va venir se mentir là. On attend Gbagbo, on attend Gbagbo, on attend Gbagbo. Alors que Gbagbo là, pendant 10 ans là, rien. À l'ouest. Rien. Gbagbo était président quand les Ouest étaient réfugiés. Gbagbo était président quand les gens mouraient à l'ouest. Gbagbo était président, il n'a jamais fait même construire même pour dire les logements sociaux pour donner aux pauvres les victimes qui sont à l'ouest. Quand on parle des victimes, vous vous plaignez. Mais moi je souhaite même que
la lumière soit faite pour toutes les victimes. Les victimes attendent justice. Les victimes attendent. Moi, je ne peux pas défendre un homme politique. Je défends les victimes, je défends les citoyens. Donc, nous, en tant que citoyens, nous devons défendre les victimes. On doit se mettre du côté des victimes et des citoyens. Mais pourquoi vous, tous les jours, vous oubliez les victimes, vous oubliez les citoyens, vous êtes toujours derrière les personnages politiques? Donc, eux, ils sont mieux que vos parents. Moi, je ne veux pas accepter ça. Moi, je demande au président de la République, toute la lumière doit être faite à l'ouest, au nord, au sud, la lumière doit être faite. Les responsabilités vont être établies. Même s'il faut condamner symboliquement des coupables, il faut les condamner. Pour que plus jamais dans notre pays, on puisse vivre ce qu'on a vécu. Pour que ceux qui vont suivre vont dire, on a cassé les banques, on a fait ceci. À la fin, on a payé. Les enfants là vont dire, oui, ceux-là, ils sont devenus milliardaires, mais à la fin, ils sont en prison. Oui, il faut condamner les gens. Mais il n'y a qu'en Afrique, on préfère l'impunité. Oui, comme on dit, le cas de la réconciliation, là, on n'a qu'à laisser. La réconciliation ne veut pas dire impunité. La réconciliation ne veut pas dire impunité. Vous rigolez. La base de la réconciliation, c'est la justice. C'est quand la justice est faite. Quand le droit est dit. La justice va déterminer les indemnisations. La justice dit, voilà. Et les gens font leur deuil. Parce que les gens ont besoin de comprendre. Ils font leur deuil. Oui. La justice, ça veut dire, le droit m'a donné raison. Je peux pleurer et puis continuer à vivre. Mais non, on dit, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, on n'a qu'à laisser. On laisse quoi? Qui vous a dit que la paix veut dire impunité? Qui vous a dit que la réconciliation veut dire impunité? Qui vous a dit ça? Souvent, on prend l'exemple sur Paul Kagame. Vous savez comme Paul Kagame, il a instauré la paix dans son pays. Il y a un tribunal public populaire au Rwanda. Un tribunal public où ils sont assis.